Bienvenue, vous êtes en direct sur Africa 24 où vous allez vivre en direct le Rebranding Africa Forum. Cette troisième édition qui se déroule à Bruxelles, en Belgique, a été placée cette année sous la thématique générale de l'industrialisation du continent africain. Ce forum qui dure 3 jours débute ce jeudi et sur place, nos envoyés spéciaux. Madame Rosine Koulibaly, ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, représentant le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, Monsieur Willy Borsus, ministre fédéral de l'agriculture, des PME du Royaume de Belgique, représentant le Premier ministre, Charles Michel, Monsieur Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Afrique pour l'ONU, Monsieur Célestin Monga, économiste en chef et vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur Patrick Gomes, secrétaire général du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique, Monsieur Paul Fokam-Kabonnier, président du groupe Afrilank Bank, éminents panélistes, distingués participants, mesdames et messieurs, je suis particulièrement honoré de vous revoir pour certains et rencontrer pour la première fois d'autres pour cette troisième édition du Rebranding Africa Forum. Je voudrais saluer votre présence du fond du cœur. Ce millésime 2016 est un cru très spécial. Après le Sénégal en 2015, un autre pays africain, le Burkina Faso, a choisi cette vitrine dont la vocation est de projeter une image juste de l'Afrique pour montrer à la face du monde ses nombreux atouts. Mieux encore, le VRP le mieux qualifié pour faire la promotion du Burkina, le président Roch Marc Christian Kaboré lui-même en personne, s'est impliqué de bout en bout pour la réussite de ce rendez-vous. Sa présence ici à Bruxelles a été rendue impossible il y a quelques heures seulement en raison d'un cas de force très majeur. Je voudrais, au nom des organisateurs du forum, exprimer au président du Faso, ainsi qu'au gouvernement, à l'Agence de promotion des investissements du Burkina et à toutes les entreprises burkinabées qui ont spontanément accepté de contribuer à la tenue de cette troisième édition du Rebranding Africa Forum. Je vous exprime toute la gratitude du comité d'organisation de cet événement. Je voudrais également remercier les autorités belges d'avoir dépêché le ministre fédéral Willy Borsus pour représenter le Premier ministre Charles Michel, qui n'a pas pu venir ce matin, ainsi qu'il l'a souhaité depuis plus d'1 an. Monsieur Borsus, votre présence ici est une marque de considération à l'endroit du Rebranding Africa Forum, qui s'est imposé en l'espace de 2 années à Bruxelles comme la manifestation économique la plus prestigieuse et la plus importante dédiée au continent africain. À tous les éminents panélistes et distingués participants, vous qui avez fait le déplacement, votre présence nous honore et nous touche. Elle témoigne de la crédibilité que vous accordez au Rebranding Africa Forum. Soyez-en remerciés. Madame le ministre de l'économie et des finances, chère Rosine, vous représentez le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. À 4 heures du matin, quand on s'est rendu compte que le président ne pouvait plus arriver, le président a dit « Je suis désolé ». La ministre aura l'occasion de vous exprimer les regrets du président, qui n'a pas pu être là pour un cas de force très majeur. Distingués participants, une fois encore, et ce n'est pas un hasard, le Rebranding Africa Forum met en scène un pays cité en exemple non seulement pour son dynamisme économique, mais également pour ses acquis en matière de liberté, de démocratie et de gouvernance. Le credo de ce forum est simple.
les transformations qui feront changer le regard que les autres et nous-mêmes portons sur l'Afrique sont à la fois sociopolitiques et économiques. Cela passe par l'avènement ou la consolidation dans chaque pays africain d'une société de liberté d'une part et la création d'un tissu économique bien pensé, fondé sur les atouts nombreux de chacun de nos États d'autre part. Le Rebranding Africa Forum manquerait sa cible si la nouvelle pensée stratégique du XXIe siècle qui contribue à féconder ne réussit pas l'alliage entre l'intelligence sociétale et démocratique au service des libertés et l'intelligence économique au service du progrès des peuples. L'Afrique a besoin d'une pensée susceptible d'éclairer ses choix, mais également d'une praxis effective. Cela justifie l'importance que le Rebranding Africa Forum accorde au networking des participants, au contact d'affaires qui se nouent et à la mise en valeur des réussites africaines, notamment celles des jeunes. Cette année, le thème du forum est « Relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique ». Je me garderai de déflorer ce sujet pour lequel nous avons réuni les meilleurs spécialistes, les meilleurs experts venant d'horizons divers, mais ayant en commun la conviction que l'heure de la deuxième industrialisation de l'Afrique a sonné. C'est aussi un peu la marque de fabrique du Rebranding Africa Forum. Réunir des hommes et des femmes de conviction ayant fait de l'Afrique leur terrain d'action. Ces convictions fortes sur l'Afrique sont également partagées par tous les sponsors et nos nombreux partenaires, sans lesquels cette organisation ne serait pas possible. Qu'ils soient remerciés pour leur engagement auprès du Rebranding Africa Forum. Je voudrais aussi, à titre personnel, de sa discrétion à s'offrir, remercier ma tendre et chère épouse, Frédéric, qui est là, sans lequel le soutien, on n'aurait pas pu avoir les ressources morales pour organiser un tel événement d'envergure. Merci, chérie. Vous me permettrez enfin de remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, à l'organisation de cette troisième édition. Car autant j'avais contribué à porter ce forum sur les fonds baptismaux en 2014, autant tout le mérite, je dis bien tout le mérite, revient cette année à ces jeunes Africains de la diaspora qui ont pris ma succession pour gérer l'organisation. Je ne sais pas s'ils sont là, s'ils sont disséminés dans la salle. S'ils sont là, qu'ils viennent, je voudrais vous prier, s'il vous plaît, de leur réserver une ovation. Alors, les autres sont discrets et timides. On aurait dit, c'est l'Afrique de demain, mais c'est déjà l'Afrique d'aujourd'hui. Merci. Comment relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique? Eh bien, ce sera le fil rouge, je le rappelle donc, de cette troisième édition du Rebranding Africa Forum. Eh bien, sur cette prestigieuse scène vont se succéder des orateurs de marque pour délivrer leur vision sur la question. Sans plus attendre, nous allons recevoir un homme d'affaires réputé. Il est le président du groupe Afriland First Bank qui est présent dans plusieurs pays. Il est également le fondateur de l'université panafricaine Piquet Focam Institute of Excellence, chercheur, enseignant en leadership et stratégie, auteur de plusieurs ouvrages à succès. Eh bien, Paul Focam Camonier est le concepteur, rappelons-le, du modèle MC Square, qui est une approche universelle, unique et efficace pour la création de richesses parmi les pauvres. Et je vous demande de l'acclamer. Merci beaucoup. Ces acclamations me sortent de ma timidité.
et je voudrais bien vous remercier. Excellences, Madame, Monsieur le Ministre, distinguées personnalités du monde politique et économique, je suis invité ici, je suis heureux d'avoir été invité pour discuter avec vous de l'intelligence économique et industrialisation de l'Afrique. En fait, c'est de poser la question, est-ce que l'intelligence économique peut participer à l'industrialisation de l'Afrique? En réalité, il serait très important de faire quelques précisions. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? C'est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de collecte et de traitement, de distribution de l'information au profit du capitaine d'industrie pour la réussite de sa mission. Alors que l'industrialisation est en général le processus global visant à accroître dans tous les secteurs donnés la production pour une augmentation significative de PNB du pays. En réalité, il y a un élément important qui a joué de façon significative pour l'industrialisation dans l'ensemble des pays, c'est ce que je vais appeler la brève histoire, c'est l'intelligence économique. Et ça a joué le rôle depuis le XIIe siècle. Si je le précise, c'est pour que nous retracions l'importance. C'est d'abord le premier pays qui me revient très rapidement, c'est Venise, qui a dû tout transformer et globalement tout transformer, aller chercher tous les commerçants du monde entier pour devenir la première puissance mondiale. Ensuite, après Venise, vient immédiatement la Hollande, qui, pour devenir une très grande puissance commerciale, a dû utiliser globalement l'intelligence économique. On passe directement à l'Angleterre. L'Angleterre, qui au début du XIXe siècle, la reine Élisabeth a décidé de mettre le renseignement et le commerce comme élément fondateur du royaume. Et elle est allée encore plus loin en décidant de toute façon que la reine va être habillée d'un costume qui fait la marque et qui représente de façon significative que c'est l'intelligence économique, c'est l'information qui va permettre le développement de la Grande-Bretagne. C'est ainsi que, immédiatement, la Grande-Bretagne est devenue la première puissance mondiale. Le Japon a inscrit tout de suite dans sa constitution l'intelligence économique comme fondement de son développement. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a dissimulé dans l'ensemble des pays occidentaux tous ces cadres pour en faire des gendarmes pour accueillir l'information, les connaissances pour le bien du Japon. Même après la guerre, le Japon a dû transformer son armée militaire en armée économique pour la recherche de l'information, pour l'industrialisation. L'intelligence économique a permis donc au Japon de devenir immédiatement la deuxième puissance économique jusqu'à l'arrivée de la Chine qui l'a déclassée. Alors, la Chine n'est pas du tout de reste. La Chine a dû envoyer et continue d'envoyer dans tous les pays du monde entier une armée de chercheurs, une armée d'étudiants, une armée
des industriels à la recherche de l'information nécessaire pour le développement de la Chine. Il n'est donc pas étonnant de voir que la Chine est devenue la première puissance mondiale. Elle y va même plus loin, elle se protège largement contre ceux qui viennent avoir les informations chez elle, et c'est généralement pour cela que la plupart de sites Internet sont presque interdits en Chine, tout simplement parce qu'elles ne voudraient pas subir le même... J'allais dire, vous aurez pu m'aider, non? Bon, si vous ne m'aidez pas, je vais m'aider de toute façon moi-même. Ils ne voulaient pas subir les mêmes esprits qu'elle fait subir aux autres pays. Mais que fait donc les États-Unis, champions des champions? Les États-Unis commencent d'abord par attirer tous les cerveaux chez eux. Ils ont commencé dès la Deuxième Guerre mondiale en prenant la moitié des cerveaux du Japon, de l'Allemagne, et c'est ça qui a fait toute la puissance technologique, toute la puissance économique et aujourd'hui toute sa puissance scientifique. Mais ce n'est pas seulement ce que les États-Unis font. Les États-Unis transforment tous les services de renseignement en services de renseignement économique. C'est la même chose que la NSA, la CIA, la FBI, etc., etc. Mais pire, ce que vous devez le voir, et ce qui est très important, c'est que la plupart des gens comme Facebook, comme Twitter, sont en fait financés par des fonds d'investissement de services, des services de renseignement américains. Je ne voudrais pas dire de services d'espionnage. Dès lors, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'Afrique attend? Qu'est-ce que l'Afrique attend pour son industrialisation? Est-ce que l'Afrique utilise ses armes indispensables, ses armes importantes pour son industrialisation? Faisons d'abord un bref sur l'Afrique. Premièrement, l'état de lieu. L'Afrique contrôle 15% de la population mondiale, mais l'Afrique a seulement 1% de la production industrielle mondiale. L'Afrique, en définitive, participe seulement à 1% de la richesse mondiale. Alors, est-ce que nous allons pouvoir continuer sur cette démarche? Je dis non. Parce qu'en réalité, regardez, l'Asie contrôle 30%, l'Amérique du Nord, 37%, et l'Amérique latine et l'autre, 3%. Donc, malgré tout, l'Afrique est dernière de la classe. Bien. Mais il y a quand même 2 pays en Afrique qui peuvent nous donner un peu d'espoir. C'est le Japon, qui a fait de l'intelligence économique une arme pour son industrie. Et c'est pour ça qu'elle a dû donner, dans la plupart du temps, des alliances avec les États occidentaux pour pouvoir développer son industrialisation et développe actuellement une branche d'intelligence économique vers l'Afrique subsaharienne où elle veut en fait dominer une économie qu'elle se veut capitaine dans le secteur. Mais il y a aussi le deuxième pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a fait de la competitive intelligence une arme fondamentale pour son progrès économique, pour son progrès scientifique. Bien. Donc ces 2 pays peuvent nous donner l'espoir. Donc l'intelligence économique peut être considérée comme un vecteur essentiel de l'industrialisation. Pour quelles raisons? Parce qu'en réalité, le monde est global. La compétition est devenue très rude. Nous avons pris un retard abyssal. Nous sommes obligés de nous mettre ou d'être dans un monde qui est devenu de plus en plus plat. Dès lors, il devient indispensable d'adapter notre culture à ce problème et notre mentalité surtout à cette
nouvelle donne de l'intelligence, à cette nouvelle donne du développement économique. Comment faire? Il va falloir déjà définir les normes afin d'imposer ce que j'appelle Made in Africa. Des normes, bien entendu, mais ne croyez pas que les normes que nous aurons imposées vont rester non attaquées. Vous avez vu le cas des produits chinois, vous avez vu le cas des produits japonais qui ont été toujours attaqués, et même aujourd'hui, ces jours-ci, vous avez vu au niveau de CNN comment Samsung est attaqué. Donc, même si nous imposons des normes, attendons-nous à une guerre très, très importante, mais il devient important. Il devient aussi également important que nous nouons des partenariats avec les Occidentaux, les Asiatiques, pour pouvoir bénéficier de leur know-how. Il faut surtout repenser notre formation depuis l'école primaire, depuis le secondaire jusqu'aux universités, cette formation qui va fabriquer désormais des techniciens, qui va fabriquer des vrais ingénieurs, que de fabriquer des théoriciens de l'ingénierie. Mais nous devons surtout apprendre à copier. Parce qu'on dit, non, ne copiez pas. Vous n'allez pas réinventer la roue. Apprenez à copier. L'innovation veut simplement dire, prenez ce qui existe, apportez la modification que vous trouvez et vous avez un nouveau produit. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de copier. Copiez, mais copiez bien. Nous devrions également faire ce que j'appelle développer une diplomatie économique orientée en Afrique, qui se traduira par la création dans toutes les ambassades d'un service d'intelligence économique pour mettre à la disposition des acteurs de la scène économique des informations nécessaires pour leur développement. Et vous savez que nous, en Afrique, nos diplomaties s'intéressent aux affaires politiques, alors que dans tous les autres pays, la diplomatie s'intéresse surtout et d'abord aux affaires économiques. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je dirais? Nous avons une nécessité d'une transformation mentale. Et cela va nous permettre d'aller plus loin et plus vite. Il y a au moins 6 étapes que j'ai pu analyser pour vous. La première étape, c'est que l'intelligence économique est la première phase d'une transformation mentale pour passer de l'étape de passivité à l'étape de conquête par une recherche appropriée de l'information nécessaire à l'innovation. Et nous devrons aller la chercher. Si on ne la cherche pas, on ne la trouvera pas. Elles sont dans les laboratoires, bien enfermées dans des coffres. Nous avons un devoir d'aller chercher. Il faut surtout apprendre à imiter de façon créative et non de façon servile. Accepter que nous sommes seuls comptables de notre destin. Ça, c'est ma 3e recommandation. Mais surtout et surtout, accorder aux Africains le droit à l'erreur. Ce qui est généralement refusé aux capitaines d'industrie en Afrique, c'est leur refuser le droit à l'erreur, leur dire, vous êtes au premier point, vous ne pouvez rien faire. C'est faux. Le droit à l'erreur est fondamental pour pouvoir se développer. Se débarrasser de nos complexes, c'est la même chose que je voulais dire. C'est créer, et enfin, et 6e, créer et promouvoir des champions africains dans divers secteurs afin de propulser l'industrialisation. Pour finir, je dirais, pas d'intelligence économique, pas d'innovation, pas de processus d'industrialisation viable. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Originaire du Guyana, Patrick Ignatius Gomis est le secrétaire général du groupe ACP qui réunit, je le rappelle, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Accueillons-le chaleureusement. Thank you
Madam Moderator. Your Excellency, Madam Minister, Honorable Ministers, Under-Secretary General of the United Sous-secrétaire général des Nations Unies, Excellencies, Vos Excellences, ladies and gentlemen, éminents invités, friends. Mesdames et Messieurs, chers amis. 2 years ago, forward-thinking Il y a Africans from the diaspora 2 ans, des Africains motivés de la diaspora ont décidé de lancer un cycle de conférences annuelles. C'était le Rebranding Africa as those Forum. who preceded me Ceux in qui these m'ont events. précédé, I would like especially to congratulate the esteemed coordinator tout comme moi, souhaitent féliciter le for an fondateur extremely valuable Thierry initiative. ainsi que son équipe pour leur contribution extrêmement précieuse. Le thème Meeting the challenges of de industrialization cette in année relève le Africa défi de l'industrialisation de perfectly l'Afrique, echoes the subject of reflète the latest economic report on parfaitement Africa, le dernier rapport économique sur l'Afrique qui a été publié il y a by the United quelques mois Nations Economic Commission for par Africa, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. entitled Greening Il était Africa's intitulé Le Industrialization. verdissement de l'industrialisation de Very honored and l'Afrique. pleased that Executive Secretary Le Carlos Lopez is Monsieur here. Lopez, le secrétaire exécutif, est présent parmi nous et je l'en remercie. Je devrais lui donner la parole pour parler de l'industrialisation. En effet, le verdissement, nous aspirons non seulement au verdissement de cette industrialisation, mais nous souhaitons également la vêtir de bleu. Grâce à la CNUSED et d'autres agences, nous souhaitons maîtriser l'économie bleue, c'est-à-dire les ressources de la mer, pour le plus grand bien du continent et de nos États. J'aimerais mentionner quelques domaines particuliers auxquels se sont attelés les pays ACP. Nous avons mis en place une stratégie pour le secteur privé qui souhaite habiliter la jeunesse et les femmes qui jouent un rôle capital puisqu'ils représentent nous avons plus de 60% de la population âgée de moins de 20 ans. Ils participent à la mise au point de modèles et de mécanismes qui permettront à un très grand nombre d'entrepreneurs, surtout dans les zones urbaines ainsi que dans le secteur agricole informel, d'exploiter l'environnement d'affaires et d'accéder à un financement à des conditions abordables. Ensemble, nous pourrons encourager le changement régional, promouvoir des entreprises qui deviendront de véritables champions régionaux. C'est sous la houlette de celles-ci que nous pourrons engendrer et participer à l'industrialisation du continent. Nous avons besoin d'une identité. Il faut que nos clients, que nos investisseurs, ainsi que toutes les parties prenantes perçoivent l'Afrique de manière différente. Cela passe par des changements radicaux. Nous devons changer notre image, écarter tous les stéréotypes négatifs. Toutefois, nous devons le faire avec souplesse et dextérité. En effet, cette pratique du regriffage est maintenant un sujet largement discuté dans les cercles de communication et les cercles économiques. Une stratégie fondée sur l'identité, sur la diplomatique, les affaires publiques contribueront à améliorer la compétitivité et l'image de l'Afrique tout en préservant l'héritage très riche et divers de l'Afrique, comme nous l'avons vu ce matin. Toute entité doit toutefois déterminer ce qui fait partie de son ADN.
Rebranding Africa signifie définir ce qui convient aux Africains en Afrique. Il faut que nous pensions à la grandeur, à la gloire de l'Afrique. Et pour s'engager dans cette voie, il faut que l'Afrique décide collectivement de se choisir un parcours et se fixe des objectifs très clairs. Vous vous rappellerez sans aucun doute du proverbe de Chinua Achebe qui parlait du chasseur et des chassés. Nous, très souvent, nous voulons voir, nous pensons aux chasseurs, mais il faut également penser à la chasse et à la victime, et également au courage et à la bravoure parfois du lion. Aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique est pourchassée par de nombreux acteurs à cause du potentiel gigantesque du continent. Mais jusqu'à présent, est-ce que l'Afrique est véritablement en train de rédiger sa propre histoire? Comment se présente-t-elle? Nous voyons que tout le monde souhaite devenir un partenaire de l'Afrique. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'Afrique qui devrait choisir ses partenaires de façon à pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés? Les États du groupe ACP, nous souhaitons laisser le choix aux leaders africains de faire le choix de leur parcours de développement. Les pays africains, par le passé, ont pu former le groupe des pays ACP. Et ensemble, les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont négocié avec l'Union européenne de meilleures conditions commerciales pour leurs produits. Aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique est en train de se réinventer et cela est admirable. Cela passe également par l'unité. Nous en voulons pour évidence le fait que l'agenda 2063 a été créé, agenda qui permet à l'Afrique de définir son propre échéancier. Nous souhaitons remercier la Commission de l'organisation africaine, étant donné qu'il s'agit d'une vision partagée. Le développement économique rendra le continent plus attractif, mais ce n'est pas suffisant. Pour changer l'image de l'Afrique, il nous faut de nouveaux dirigeants, mais également nous devons avoir le courage de prendre des décisions courageuses avec l'engagement de la société civile. Il faut également utiliser les institutions existantes. Tout cela pourra également permettre d'améliorer et de mettre à mal les stéréotypes négatifs. Et récemment, le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akimoni, a été nommé et nous pourrons, grâce à lui et à d'autres, mieux gérer les ressources. Nous pourrons obtenir davantage d'investissements dans le domaine agricole et en l'espace de 4 ans, les investissements dans le domaine de l'agriculture au Nigeria est passé de 0,5% à 7%. Il s'agit d'investissements privés et cela témoigne de ce que l'Afrique est capable d'atteindre. Nous savons également que les investissements dans le secteur
est 2,5 fois plus élevé que dans tous les autres secteurs. Et par conséquent, on peut s'attendre à ce que cela ait un impact. Et cet impact, nous le devrons au président de la Banque africaine de développement. Lorsque nous lançons un appel à l'action, nous devons faire preuve d'optimisme, faire preuve d'un optimisme raisonnable, mais il faut également considérer ce qui a été recommandé. Commencez par faire ce qui est nécessaire, ensuite ce qui est réalisable, et enfin, vous vous rendrez compte que vous êtes capable de faire l'impossible. Nous ne devons pas partir à la conquête du monde. Nous devons simplement nous engager à viser le meilleur et très rapidement, nous atteindrons ce qui semblait être insurmontable. Nous aurons enfin une Afrique dont nous serons fiers. Et aujourd'hui, pour pouvoir modifier l'image de l'Afrique, on doit se poser la question de savoir comment faire pour encourager l'investissement en Afrique. Nous devons nous donner bien évidemment des directives. Nous avons également un continent très jeune et grâce à cette jeunesse, tous les espoirs sont permis. L'Afrique est prête aujourd'hui, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, chers amis, le groupe ACP ne ménagera aucun effort pour voir émerger une nouvelle Afrique. Nous devons faire preuve d'effort, de courage, d'imagination pour pouvoir transformer les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en avantages qui pourront contribuer à un développement durable et à l'autonomisation du continent. Je vous remercie. Le Rebranding Africa Forum se poursuit, mais nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.